Bonjour, bienvenue dans le module Mars, méthodologie pour la conception et le déploiement d'architecture, réseau et de services. Dans cette partie, nous allons nous attacher à la méthodologie de conception et de déploiement d'infrastructures distribuées, d'administration système et réseau pour monter une infrastructure répondant aux besoins d'une architecture technique. Cette partie du module, dédiée à l'organisation d'infrastructures répondant aux besoins d'une architecture technique, est composée de 4 grandes parties. La première consiste à préciser le contexte, la démarche adoptée et également il vous propose une méthodologie de conception d'infrastructures répondant aux besoins définis dans une architecture technique. Le cœur de la conception de l'architecture distribuée fait l'objet de la deuxième partie. Dans cette partie, nous nous rappellerons tout d'abord l'organisation hiérarchisée des réseaux avant de détailler comment organiser un plan d'adressage et prendre en compte les contraintes du routage. Nous aborderons également des points essentiels autour de la sécurisation des communications, que ce soit au niveau local grâce à des VLAN ou entre des sites distribués reliés par Internet, notamment grâce à des VPN. Enfin, en considérant cette infrastructure comme un objet logiciel complexe, nous verrons comment l'usage de chaînes de liaison va permettre de comprendre comment intégrer les différents modules logiciels qui composent cette infrastructure. La troisième partie de ce module est dédiée à la gestion de configuration, c'est-à-dire la configuration automatique des machines via le DHCP et la gestion du nommage, ce qui permet d'intégrer la politique de l'entreprise permettant de déterminer sa visibilité. Dans une quatrième partie, nous aborderons l'optimisation du routage dans des réseaux étendus et des réseaux de grande taille. Une infrastructure réseau est composée de différents types de réseaux, qu'il s'agisse de réseaux locaux, métropolitains ou étendus. Et l'organisation est essentiellement hiérarchisée et suit toujours une organisation de desserte en réseau capillaire avec un transport organisé le long de backbone. Chaque nœud est connecté de manière relativement limitée au niveau du réseau. Seuls les routeurs ont plusieurs cartes qui leur permettent de disposer de connexions différentes. L'infrastructure est toujours banalisée, permettant de transporter des données, de la voix ou de la vidéo avec une seule infrastructure. Pour cela, on va aussi se poser les problèmes de gestion des adresses et du routage. Dans des réseaux publics, on va avoir à la fois des autocommutateurs, des DSLAM, mais aussi des unités de raccordement d'abonnés. On retrouve bien toujours l'organisation en réseau capillaire, puis le réseau de transport. On va avoir différents centres de transit et on transmettra avec des fibres optiques, des faisceaux hertziens, et puis pour la transmission vers les postes des abonnés, eh bien, on aura encore des paires torsadées. La gestion des adresses est très hiérarchisée dans un réseau d'opérateurs. Le routage est donc grandement facilité puisque l'adresse va permettre de repérer l'endroit où se trouve une machine. L'acheminement est donc un problème complexe. On retrouve le même problème que l'on soit dans un réseau local ou dans un réseau étendu. Le problème de la pilinette, c'est qu'on a une logique de datagramme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin fixé a priori, mais qu'un paquet va être acheminé en privilégiant à chaque fois l'endroit, le port où on aura le plus de facilité pour pouvoir l'envoyer. C'est donc une logique de patate chaude qui a priori est très robuste puisque aucun paquet n'est censé suivre le même chemin, mais on va avoir des risques de perte ou de délai indus. Donc pour améliorer l'efficacité, eh bien, on a évolué vers une notion de flux en suivant des routes qui sont préidentifiées. Toutefois, les protocoles IP ne permettent pas de réserver des ressources. Or, du côté opérateur, la gestion des ressources est indispensable et on va donc avoir des définitions de route à la main pour améliorer le routage. Comment gérer les envois? On peut trouver plusieurs stratégies pour envoyer des messages. Selon qu'on s'adresse à un seul destinataire bien identifié, on parlera alors d'unicast ou de multicast lorsque les destinataires doivent être membres d'un groupe. On pourra également parler de broadcast pour désigner l'ensemble des nœuds atteignables. On peut également travailler dans une logique d'unicast, c'est-à-dire qu'on doit atteindre un seul destinataire, mais le plus proche parmi un groupe. Pour pouvoir
régler les envois, il va donc falloir qu'on soit capable de trouver des chemins dans les réseaux. Lorsque des machines appartiennent au même sous-réseau, on peut faire un acheminement direct, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un envoi direct, par exemple via le réseau local. Donc, dans le réseau IPv4, sur un réseau local, il va falloir qu'on refasse une résolution d'adresse MAC. Si l'adresse est déjà présente en cache, on n'a pas de problème. Sinon, on utilisera le protocole ARP qui diffusera sur le réseau local et qui renverra en retour l'adresse MAC de la machine cible. Dans le cadre du protocole IPv6, l'adresse MAC est déjà en point faible de l'adresse IPv6. Donc, on n'a plus du tout de problème concernant la gestion de la résolution d'adresse pour l'acheminement dans un même réseau. Lorsque des machines n'appartiennent pas au même sous-réseau, eh bien on va identifier la passerelle en utilisant la table de routage propre à la machine. Il faut donc alors acheminer en résolvant l'adresse MAC pour le routeur. Sur le routeur, on devra faire à ce moment-là la fonction de routage, c'est-à-dire qu'on pourra sélectionner soit directement la bonne interface de sortie si le routeur connaît le destinataire, soit recourir à l'exploitation de la table de routage pour atteindre le destinataire en suivant une stratégie du plus court chemin. Ceci suppose donc que le routeur soit configuré. Le routeur permet l'interconnexion de différents sous-réseaux et ces sous-réseaux peuvent utiliser des technologies différentes. On peut donc avoir des nombres de ports variables pour des connexions Ethernet, téléphonie numérique, voire même des connexions série entre routeurs qui étaient parfois utilisées pour des communications locales. Lorsqu'on décide de choisir un routeur, on va bien sûr s'intéresser au nombre de ports et à leur type, mais on va aussi devoir prendre en compte la puissance de l'unité centrale et la taille de la mémoire, de manière à pouvoir garantir une qualité de service suffisante. Il faudra aussi faire attention aux fonctions annexes qui pourront être offertes par le boîtier, comme des fonctions de type firewall, l'intégration de protocoles IPsec, de fonctions avancées sur la gestion du protocole IP. La configuration du routeur peut être réalisée à partir d'un terminal en utilisant un langage de commande rudimentaire. On peut aussi sauvegarder une configuration dans un fichier et la restaurer. Mais très souvent, beaucoup de routeurs maintenant proposent des interfaces de configuration via le web. Bien évidemment, on ne trouve pas obligatoirement toutes les options, où on peut avoir quelques petits effets de bord, mais la plupart du temps, ces environnements vont nous permettre de configurer totalement un routeur. Donc pour cela, il suffira d'utiliser un navigateur sur une machine qui se trouvera sur le même réseau que le routeur à partir de son adresse de configuration. À l'installation, il faut donc configurer au moins un port, c'est-à-dire l'adresse et le masque, et bien sûr penser à gérer le mot de passe administrateur, car cela constituerait une porte laissée ouverte. Lorsqu'on fera ensuite les postes de configuration, on s'attachera à définir les adresses IP et les masques pour tous les ports, mais aussi prendre en compte les politiques de routage, la gestion des droits d'accès, l'authentification éventuellement de numéros d'appel lorsqu'on travaille avec un réseau téléphonique, et également prendre en compte des fonctions avancées comme la translation d'adresses ou la mise en place de fonctions de sécurité comme le VPN. Les routeurs utilisent tous des systèmes propriétaires, mais avec des fortes compatibilités ascendantes. Donc le langage de commande est très souvent hiérarchisé et les options peuvent avoir des effets de bord parce qu'il y aura une logique pour faire les mises à jour. Par exemple, lorsque vous allez configurer un VPN, eh bien, il va falloir définir avant les différents objets parce que sinon cela ne fonctionnera pas. Alors, pour définir les politiques de routage, il va falloir être capable de cartographier le réseau. Il faut donc que lorsqu'on va utiliser plusieurs routeurs, on ait des choix qui soient compatibles entre ces routeurs. Par contre, il faut prendre garde que lorsqu'on utilise un routeur qui dispose d'une carte de téléphonie numérique, eh bien, on devra faire du routage fixe, car sinon, on va avoir d'énormes problèmes de coût. En effet, le routeur va mettre à jour sa carte dès qu'il va voir qu'un lien tombe. Or, si on raccroche la ligne téléphonique, le lien tombera immanquablement. Donc le routeur rappellera ses petits camarades pour les informer que sa carte vient de changer. La construction d'une table de routage est faite par des algorithmes, ou elle peut être aussi faite de manière statique. La table de routage donc contient les chemins qui sont possibles et pour cela on va intégrer une notion de coût. Ces coûts vont donc représenter soit le prix à payer pour utiliser un lien pour faire passer des messages ou alors vont dépendre du temps mis pour acheminer l'information.
On va pouvoir également utiliser des protocoles permettant l'échange d'informations de routage entre équipements de manière à obtenir un routage totalement distribué, respectueux de la découverte des voisins et cohérent avec les différents protocoles utilisés de manière à garantir un maintien selon l'état des connexions. Les algorithmes de recherche de plus court chemin explorent les graphes. Pour cela, on va utiliser un modèle d'algorithme de type algorithme de Dijkstra avec des arcs dont les coups sont positifs ou nuls. On construit un arbre du plus court chemin. Supposons que le nœud initial 1 a un coup nul. J'ai des arcs qui sont valorisés. Dans un premier temps, je vais calculer les valeurs pour les nœuds 2, 3 et 6 puisqu'ils sont reliés directement au nœud 1. Je vais donc obtenir 7, 9 et 14. Le nœud 2 n'ayant plus de précédent, je peux garder la valeur 7 de manière fiable. Je vais ensuite calculer le coût pour le nœud 3 et le nœud 4 si je passe du nœud 1 au nœud 2, puis du nœud 2 au nœud 3 ou du nœud 2 au nœud 4. J'obtiens alors 8 et 22. Je vois que 8 est meilleur que 9, donc je vais conserver 8 et je vais donc ignorer l'arc qui liait le nœud 1 au nœud 3. Je vais ensuite pouvoir calculer les nouveaux coûts entre le nœud 3 et le nœud 4 et le nœud 3 et le nœud 6. J'obtiens alors 10 et 11. 11 étant meilleur que 22, je conserverai 11. Et 10 étant meilleur que 14, je conserverai cette valeur. Donc je conserve 11 et je conserve 10. Je vais maintenant pouvoir calculer la trajectoire pour aboutir au nœud 5 qui va être ma cible. 10 plus 9 font 19, 6 plus 11 font 17. Je vais donc garder naturellement 17. Si je veux aller du nœud 1 au nœud 5, eh bien je vais passer par le nœud 2, puis le 3, puis le 4 et j'arriverai enfin au 5. À partir de cet algorithme, on peut aussi faire des adaptations comme l'algorithme de Bellman-Ford, qui est similaire, mais qui intègre des arcs négatifs. Donc ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte la gestion des cycles qui peuvent être négatifs avec de fortes réductions de coûts. Parmi les algorithmes de routage, nous allons parler du protocole RIP. Ce protocole suppose de diffuser régulièrement les tables de routage. Ce sont des messages qui sont transmis grâce au protocole de transport UDP. On assure ainsi, en transmettant de manière multicast, une actualisation continue des informations concernant les sous-réseaux. Chaque routeur sélectionne le meilleur chemin avec l'algorithme Bellman-Ford. Donc on va utiliser un nombre de sauts pour pouvoir calculer ces meilleurs chemins. Cet algorithme est simple. Toutefois, il faut prendre en compte que la distance s'exprime seulement au nombre de sauts. Donc on peut avoir des problèmes de qualité de service puisqu'il ne s'agit pas de prendre en compte une durée ou une capacité de débit. Et on peut également avoir beaucoup de problèmes de synchronisation lorsque le lien tombe, puisque chaque nœud connaît la totalité du réseau. Le temps qu'on puisse actualiser, eh bien, on va avoir des problèmes. Donc, on va pouvoir pallier ceci grâce au link state routing, c'est-à-dire le routage qui prend en compte l'état des liens. Chaque nœud possède toujours une vision globale du réseau, peut identifier ses voisins, mais on va aussi diffuser des notifications, donc identifier des versions qui pourront être datées et un nœud qui va produire la modification. Ainsi, les modifications pourront être renvoyées de proche en proche, stockées et relayées vers les voisins. On peut donc produire une carte de manière itérative grâce à l'ensemble des notifications qui permettent de savoir si les liens sont actifs ou non. On a donc une organisation hiérarchique du réseau qui nous permettra de simplifier notablement la création de la table de routage. Cette table de routage est donc créée de manière indépendante par chaque nœud et on va exploiter la carte du réseau pour retrouver le plus court chemin grâce à l'algorithme de Dijkstra. Il y a donc un risque non négligeable de bouclage lorsque les cartes ne seront pas synchronisées. Pour mettre en place ces types de stratégie de routage, eh bien on va trouver deux protocoles qui sont associés, le protocole OSPF et le protocole ISIS. Commençons par détailler le protocole OSPF. C'est un protocole à état de lien. Il signifie Open Shortest Path First, c'est-à-dire qu'on va privilégier le plus court chemin. Il repose sur la communication avec les voisins immédiats, avec un échange régulier permettant de tester la vivacité d'un lien. C'est un message qui est de type Hello. Donc régulièrement, on va avoir ce message Hello à expiration d'une temporisation. Ensuite, on pourra échanger de notifications. Le réseau est organisé en différentes aires, c'est-à-dire des domaines qui vont être connexes, ce qui limitera la propagation. On placera des routeurs aux limites des aires. Ils auront un rôle qui va être capital,
ça va être le routeur désigné, et puis on pourra aussi avoir des routeurs de secours. Toutes les aires vont être connectées sur une aire dorsale. Ainsi, on suit bien l'organisation hiérarchique du réseau qui va permettre de communiquer avec des réseaux capillaires et des réseaux de transport ou backbone. La gestion des échanges se fait en multicast sur l'adresse 224.0.0.5. Le routeur désigné envoie donc les informations d'état de lien à tous les autres routeurs du segment. En fait, on utilise aussi une autre adresse, la 224.0.0.6, où tous les routeurs vont envoyer des informations vers les routeurs qui sont désignés. Si les aires ne sont pas physiquement contiguës, il va falloir créer un lien virtuel pour permettre de divulguer les évolutions. On va donc trouver différents types de routeurs. Un routeur peut appartenir à une seule aire, on parlera alors de routeur interne. Mais un routeur peut aussi avoir des interfaces dans deux aires différentes. Donc, on va pouvoir parler alors de Area Border Router. Ensuite, on aura des systèmes dits ASBR qui permettront d'intégrer des informations sur la cartographie issues d'autres algorithmes de routage. C'est donc des systèmes de routeurs de bord de zone mais autonomes. Enfin, dans le routeur backbone, on aura une des interfaces qui appartiendra à l'ère 0 et on aura ainsi des résumés de route. On voit donc que ces différents types de routeurs vont pouvoir échanger des messages qui pourront être potentiellement différents. Chaque routeur va donc établir périodiquement des relations avec ses voisins grâce à un message hello permettant de tester la vivacité d'un lien. Si le lien est vivant, eh bien on pourra échanger différents types de messages. L'état des interfaces, c'est le type 1, les routeurs qui sont liés à un sous-réseau, qui est transmis par le routeur désigné pour la zone, des résumés de route pour les routeurs de bord de zone, des résumés à échanger avec un routeur limite de zone OSPF, ou encore des routes externes lorsqu'on a ces routes qui sont obtenues par une autre stratégie. On va aussi pouvoir utiliser du multicast qui est important dans IPv4 et également définir des routes externes générées par d'autres algorithmes de routage. L'objectif de tous ces échanges, c'est de donner la liste des réseaux auxquels un routeur est connecté et de constituer une base de données des liens vivants. Ensuite, on pourra utiliser l'algorithme de Dijkstra pour rechercher le plus court chemin. Les différents types d'aires sont les suivants. L'aire 0, c'est l'aire de backbone, donc l'épine dorsale du réseau. Ensuite, on aura les aires de type stub, c'est-à-dire vers laquelle on ne propagera pas les routes externes. On pourra ensuite garder des routes seulement par défaut, avoir des aires normales, des aires qui ne sont pas so-stubby, c'est-à-dire d'avoir l'injection de routes externes. Donc, on a une grosse variété sur ces types d'aires et on va donc pouvoir faire des variations et des contrôles sur les messages qui sont échangés. Pour configurer le protocole OSPF sur un routeur, il faut bien sûr que le routeur permette de décrire le réseau, c'est-à-dire qu'on ait au minimum les spécifications des interfaces, c'est-à-dire l'adresse et le masque, mais également d'avoir des poids sur les liens qui pourront être fixés en fonction des débits offerts. L'organisation du routage suppose aussi de prendre en compte des contraintes de sécurité, c'est-à-dire qu'au niveau du routage OSPF, les routeurs doivent se faire confiance. Il faut donc qu'ils puissent d'abord s'authentifier et également qu'on puisse avoir une clé par routeur et un mot de passe par zone. Donc, une fois qu'on aura réglé ces problèmes de sécurité, on pourra organiser les zones, c'est-à-dire la zone 0, le backbone qui permettra de relier toutes les zones, et créer le cas échéant les liens virtuels si une zone n'est pas connectée au backbone. De manière similaire, le protocole ISIS, Intermediate System to Intermediate System, est un standard de l'ISO qui implémente un niveau 3 OSI, toujours basé sur l'algorithme de Dijkstra. On trouve comme dans OSPF les différents types de routeurs, le niveau 1 intrazone, interzone et la connexion entre l'interzone et l'intrazone. En fait, lors d'une intrazone, on va pouvoir diffuser des cartes dans une zone de responsabilité. Dans la zone inter, on va diffuser la carte globale du réseau, mais sans intégrer les sous-réseaux. Donc on a bien une vue beaucoup plus synthétique au niveau du réseau, ce qui va simplifier le routage. Et quand on sera sur le niveau 1.2, eh bien on devra gérer les deux cartes. Il faut noter que ce protocole ISIS n'est pratiquement jamais mis en œuvre sur les matériels existants. On va noter par contre que pour créer la table du routage, il faudrait avoir
une information globale sur le réseau. Or, aucun routeur ne possède de vision globale sur le réseau et il faut pouvoir gérer le routage de proche en proche. Alors la stratégie pour estimer le meilleur chemin, en le basant sur la rumeur, peut être la prise en compte de différents facteurs de performance comme le nombre de sauts ou le délai, la bande passante disponible. Il faut donc créer une table en identifiant les voisins immédiats et en essayant de mettre à jour cette table selon l'algorithme de Bell-Medford. On s'arrête lorsqu'il n'y a plus d'impact sur la matrice. Cette stratégie du distance vector routing convient très bien pour les petits réseaux car elle est assez efficace, mais pose un problème de passage à grande échelle. Le protocole EIGRP pour Enhanced Interior Gateway Routing Protocol est développé par Cisco. C'est un algorithme hybride qui mixe le distance vector routing et le link state routing. Ainsi, on peut mettre en place une métrique complexe en prenant en compte un temps total des bandes passantes, de la fiabilité, la charge, les tailles, les métriques, avec beaucoup de paramètres à ajuster pour pouvoir améliorer le routage. On utilise un système qui n'a pas une connaissance de la globalité du réseau, mais qui utilise de la sorte un algorithme de Bell-Medford pour essayer d'estimer le meilleur chemin. On utilise de manière complémentaire le link state routing en échangeant des messages hello pour identifier les adjacences et donc prendre en compte les interfaces. Ceci nécessite de configurer le routeur pour définir les interfaces, déclarer le protocole EIGRP et ensuite identifier l'ensemble des paramètres qui vont donner le poids à accorder au temps, bande passante, fiabilité, charge, etc. On notera que l'ajustement de ces paramètres est parfois compliqué et donc on prend souvent des valeurs par défaut, ce qui annule l'intérêt de la gestion de cette maîtrise complexe. Enfin, lorsqu'on définit le routage, il faut prendre en compte les impératifs de sécurité, car le routage est un élément clé pour protéger les données pendant le transport. En effet, il est important de passer par des chemins dits de confiance, qu'il s'agisse de routes fixes ou de chemins permettant de garantir le chiffrement. On rappellera également que selon les endroits où on va passer, selon les pays, eh bien on aura des obligations légales qui peuvent être différentes sur la qualité du chiffrement. Il est donc important de savoir parfois par où on va passer. Cela peut donc avoir un impact non négligeable sur les tables de routage, car il va falloir permettre des chemins fixes, voire identifier des adresses d'appelants et d'appelés. Ainsi, on peut donc mixer du routage en mode dynamique et du routage en mode fixe. De manière à assurer un minimum de protection sur les réseaux, on va pouvoir traiter avec des réseaux virtuels, bien sûr au niveau des réseaux locaux, au niveau des VLAN, mais également sur les tunnels, sur des réseaux publics.